Vous êtes le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour mon général, vous allez bien? Je vais bien. Vous merci. avez passé un bon week-end? Oui, bon week-end de Pâques. L'anti-Trumpisme, tous ceux qui commençaient à avoir une forme de joie mauvaise lorsqu'il a fallu retrouver l'aviateur américain en Iran, et Gérard Carrérou en parlait tout à l'heure. Eh bien, Donald Trump a annoncé hier le sauvetage spectaculaire. L'appareil avait été abattu vendredi en Iran. 2 hommes se sont alors éjectés de l'appareil. Le pilote avait été exfiltré peu après le crash lors d'une opération en plein jour des forces spéciales américaines. Le sort du second occupant était incertain. Il aurait échappé à une capture dans les montagnes pendant plus d'une journée en gravissant une crête de 2000 mètres. Donald Trump a déclaré qu'il était gravement blessé. Alors, il est blessé à votre avis? Il se blesse au moment où il est éjecté, sans doute, parce que déjà, c'est d'abord très violent. Je crois que c'est 16 fois le poids du corps. Et puis, comme c'est un petit parachute, si j'ai bien compris, lorsque vous retombez, le choc est particulièrement violent. C'est pas un parachute qui permet de se poser en douceur. Bien sûr, et dans une zone difficile, une zone montagneuse, rocailleuse. Donc imaginez de nuit un parachute qui descend assez vite, comme vous le soulignez, et puis le pied qui se pose sur un rocher à droite, à gauche. Oui, c'est tout à fait possible. C'est pas du parachutisme de plaisance, hein, c'est du sauvetage. Et donc il est probable qu'il soit fait une entorse, d'après ce que j'ai compris. Une entorse, ça doit être plus que cela, puisque il est gravement blessé. Alors il y a les deux. Hein. J'en prends et j'en laisse quand le président Trump parle, mais il a une entorse. Est-il gravement blessé ou pas en plus, mais surtout ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est même avec une entorse, si ce n'est qu'une entorse, il a quand même fait 15 km dans la montagne pour montrer à 2000 mètres et se cacher dans une infractuosité. Donc c'est une belle performance pour échapper à ceux qui pouvaient essayer de le capturer. On a découvert que lorsque l'homme est éjecté, il y a une sorte de kit de survie. Dans ce kit de survie, il y a de l'eau, notamment beaucoup d'eau. C'est ce qu'il y a en priorité? Beaucoup, pas tant que ça. Hein. En fait, il y a de quoi pouvoir survivre 24 à 48 heures. Il avait... c'est un kit de survie. L'élément important, c'est l'élément qui permet de communiquer. C'est la balise. Oui, alors la balise, en fait, c'est un système qui s'appelle CSFL, je crois. C'est une balise qui, en même temps, transmet par des choses, je cherche le terme en français, burst, par des petites fréquences, des messages compressés, et en faisant des évasions de fréquences, ce qui fait que c'est très difficile à repérer, et surtout ça envoie des messages extrêmement brefs, et donc ça donne la position, et ça lui permet à lui de communiquer et de dire je suis vivant, suivant des termes qui sont convenus par avance. Donc cette petite balise, elle est sur la combinaison, et elle se déclenche dès qu'il a quitté l'avion, en fait. C'est tout à fait exceptionnel, et comme toujours, ça frappe l'imagination. Et cette guerre, on va retenir beaucoup de choses de cette guerre. Mais ce pilote éjecté et retrouvé, ça restera comme quelque chose de tout à fait exceptionnel, parce que c'est vraiment rechercher une aiguille, comme on dit parfois, dans une botte de foin. Moi, j'imaginais pas, par exemple, qu'on le retrouverait aisément et aussi rapidement. Et fallait le retrouver rapidement, parce qu'autrement, vous dites vous-même, il ne pouvait pas survivre. Alors moi, c'est pas ça qui m'a surpris. Ce qui m'a surpris et impressionné, c'est l'ampleur des moyens mis en œuvre par les Américains. Il y avait probablement 60 avions, 60 aéronefs, devrais-je dire, parce qu'il y avait des hélicoptères aussi, 60 aéronefs, 200 commandos. Donc c'est une opération gigantesque. Et avec une base avancée qui avait été montée, dans laquelle les C-130 se sont posés sur une piste qui n'était pas utilisée depuis longtemps, et là il semblerait qu'il y ait eu un problème, et que, alors j'ai pas compris si c'était de la boue ou du sable, mais bref, les C-130 ne pouvaient plus redécoller. Et donc les Américains, et c'est là où je dis quelle est l'armée qui peut mettre en œuvre autant d'aéronefs en même temps. Les Américains ont envoyé 3 Dash, donc les Dash sont des avions plus légers, donc qui ont pu se poser à côté, qui ont pu récupérer les équipes, qui au passage, pourquoi il y avait des C-130 ? Parce qu'ils emmenaient à l'intérieur des petites hélicoptères qui s'appellent les Little Bird, et qui avaient permis de faire l'ascension, si vous voulez, les 2000 mètres rapidement pour récupérer le pilote, redescendre, et là, les 2 C-130 plantés, les Dash ne pouvaient pas emporter les hélicoptères,
mais pouvait emporter l'ensemble des commandos qui étaient présents sur le sol, donc qui ont réussi à exfiltrer tout ça. Mais bien sûr, il a fallu détruire les hélicoptères et les avions. Et ça, on voit les images, c'est complètement détruit, probablement frappé par les avions, d'ailleurs, qui tournaient autour. Et quelque chose qu'on ne dit pas, c'est qu'il faut le dire, c'est que, en fait, ils ont été aidés par la population. Dans la ville voisine, j'ai des images d'embouteillages qui ont été créés par la population pour empêcher les colonnes de gardiens de la révolution de monter. Un carrefour où on voit la population qui est là et qui fait semblant d'attendre. Parce qu'évidemment, les gardiens de la Révolution savaient où était ce. Alors, ils savaient où il était. Il y a une opération qui a été montée par la CIA pour faire croire qu'il était déjà parti ailleurs. Donc on cherchait à attirer mais en tout état de cause, ils concentraient des forces importantes parce que pour leur propagande, c'était extraordinaire de prendre un pilote américain. On marque une pause, évidemment. On est avec le général Trinquant. Vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Il est 16h43. Soyez prudents si vous êtes sur la route. C'est passionnant, évidemment, de vous écouter. Et il y a quelque chose de l'ordre de la fiction dans le fait d'avoir retrouvé ce pilote. Et on pense, évidemment, à il faut sauver le soldat Ryan. Ouais, bien sûr. On va vraiment chercher quelqu'un pour le sauver. Et c'est vrai que les moyens sont considérables. 16h44, à tout de suite. Christophe Bordet, Gérard Carré, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Et puis il y a les grandes informations qui nous passionnent. Et puis parfois on est surpris des réactions de ceux qui sont autour de la table. Et je pense à notre ami Olivier Guénec, qui en pleine guerre d'Iran a reçu un message personnel de Céline Dion. Oui. Et ça a changé sa vie. Puisqu'à l'instant il vient d'apprendre qu'il est... Je suis sélectionné pour la prévente Paris La Défense Arena. Mais ce qui est amusant, c'est que l'information est arrivée en même temps à Caroline et Turbide aussi. Donc il y a plein de gens qui nous écoutent. Non, pas plein. Alors ça doit être en train de tomber. Voilà, lui, il a reçu le mail à 16h14. Voilà, il y a des gens qui nous écoutent. Non, mais pas plein. Non, alors attendez, il y a 9 millions. Quelques-uns. Non, mais Pascal, il y a 9 millions de préinscrits. Oui. Il y a 5% de chances d'être sélectionné. Donc déjà, on a vraiment beaucoup de chance avec Olivier. Moi, là maintenant, j'ai transféré ça évidemment à mon groupe, à mes groupes WhatsApp de copines, etc. Et c'est panique. Trop génial, tu peux prendre 6 places, tu viens de le recevoir, j'ai pas reçu, etc. Donc en fait, c'est pas du tout, ça concerne pas tout le monde. On a de la chance. On a 16h14 et moi à 16h15. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans votre cas, qui sont en train de recevoir en ce moment, puisque j'imagine que vous l'avez eu à la même seconde. Oui, bien sûr. C'est ça qui est drôle. C'est en train de tomber. C'est en train de tomber. Donc voilà, pardonnez-moi, Monsieur Trinquant, vous savez, c'est des gens. C'est intéressant de voir le décalage entre la vie d'un homme, une opération extraordinaire. Exactement. Mais peut-être que monsieur était sur liste d'attente pour Céline Dion, on sait pas. Non, sûrement pas. Mais j'aime beaucoup Céline Dion, ça n'a rien à voir, mais je ne joue pas. Je vous prendrai une place. Vous avez vu la réaction qui est arrivée pendant la pause. Oui, j'ai vu. Vous avez vu, le monde est à feu et à sang. Ils se sont étreints, effectivement, ils se sont levés. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto. On lui demanderait de répéter ce que vous disiez tout à l'heure, mais il n'en a rien à faire. C'est pas ce qui s'est passé. Monsieur Trinquant. Non, ne le croyez pas. En revanche, vous allez préciser quelque chose, parce que tout le monde n'a pas forcément compris. Donc il y a cet aviateur qui est éjecté, qui pendant 48 heures est recherché par l'Amérique. Et pour le récupérer, on fait venir un DC... deux C-130. Deux C-130 qui sont des avions de transport. Voilà, et dans ce C-130, il y a des petits hélicoptères. Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est que ces deux C-130 et les hélicoptères ne pourront pas repartir pour des raisons que je ne connais pas. Les deux C-130, en fait, se sont plantés sur la piste. Oui. C'était une piste qui n'était pas utilisée depuis longtemps. Et semble-t-il, les trains avant étaient Et donc l'Amérique a détruit ces deux avions et a détruit également ces petits hélicoptères. Pourquoi les hélicoptères ne pouvaient pas repartir? Parce qu'il n'y avait pas assez de... La distance entre l'endroit où ils étaient et la frontière était trop éloignée. Et les trois avions qui avaient été envoyés en secours étaient des Dash, donc des avions beaucoup plus légers, beaucoup plus petits, et donc qui n'avaient pas la capacité d'emmener les hélicoptères. D'accord. Et donc ces Dash, en revanche, ont
ramené avec eux évidemment tous les pilotes et ça. Ça c'est quand même, je vous assure, mais c'est assez extraordinaire. C'est là où quand je même. dis que c'est Parce extraordinaire. Qu'en plus, c'est de l'art. Bon, cet homme est tant mieux d'ailleurs, il est vivant, mais en termes de coûts. Ah ben c'est très cher. Je veux dire, c'est 2 C-130 plus ces quelques 3 Dash, hélicoptères. plus peut-être un drone qui a été détruit. Oui. Ça fait quelques milliards de dollars sans doute. Plus quelques millions de dollars, quelques plus centaines les munitions de qui ont été utilisées, puisqu'ils ont tiré tout autour pour sur des colonnes des gardiens de la Révolution pour qu'ils ne rejoignent pas. Ils ont fait des frappes tout autour. Donc ça. Mais en termes de coûts politico-médiatiques, ça les vaut largement. Bien sûr, vous avez parfaitement raison, parce que si il n'avait pas été retrouvé, et surtout s'il était mort, c'était déjà quelque chose, mais surtout s'il avait été capturé par l'Iran, qu'on aurait peut-être fait un symbole, qu'il l'aurait exposé peut-être, que sais-je. Ils ont déjà fait circuler des images avec de l'intelligence artificielle disant qu'ils avaient capturé le pilote. Donc, pour la propagande iranienne, ça aurait été extraordinaire. Voilà pour l'aviation. Alors après, maintenant, il y a la guerre. Bon, cette guerre, ce que j'entends, et vous allez me dire si c'est vrai, c'est que le président Trump a péché par orgueil. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu écouter les experts. Et les experts qui lui disaient, attention, l'Iran est quand même une force qui peut répondre, notamment sur le détroit d'Hermouz, n'avait pas envisagé ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous éclairer ? Oui, alors, d'abord, la mauvaise information du président Trump. Sa chef d'état-major a dit aux conseillers, ça a fuité dans la presse américaine, arrêtez le matin de lui présenter des vidéos avec des frappes extraordinaires et de lui cacher la vérité. Lui cacher la vérité, c'est-à-dire la difficulté qu'il y a dans cette guerre. Donc, il semblerait que le président Trump, il avait des gens un peu comme le président Poutine, hein. Dans le sens du poil, tout le monde lui dit ce qu'il a envie d'entendre, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que les États-Unis avaient mal évalué la réorganisation de l'État iranien pour résister dans une guerre asymétrique. C'est-à-dire décentraliser complètement les systèmes de commandement. Donc, vous pouvez tuer le chef, l'adjoint du chef, le remplaçant du chef, c'est pas grave. Tout ça, c'est organisé. Donc, je crois qu'ils avaient mal vu ça. Le deuxième point, alors qu'on a du mal, nous-mêmes, à percevoir, c'est le jusqu'au-boutisme du gouvernement de Téhéran aujourd'hui, qui est essentiellement entre les mains des gardiens de la Révolution. Hein. C'est pas les mollahs maintenant, hein, c'est les gardiens de la Révolution, les purs et durs, qui savent que s'ils perdent là, ils perdent tout leur pouvoir, tout leur argent, au passage, ils en ont beaucoup, et donc ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'au suicide, puisque le martyr est quelque chose qui pour eux est l'arrivée au ciel. Hein. Donc je crois que tout ça avait été mal mesuré. Alors comme vous le savez, le président Trump doit parler ce soir, à 19h heure française, faire une déclaration. On attend de savoir, puisqu'il a donné jusqu'à ce soir, ultimatum. Il a décalé de 24 heures, je crois. Oui, jusqu'à mardi soir, 20h. Et a priori, il a refusé un cessez-le-feu de 45 jours qui avait été proposé par le Pakistan, en fait. Et, le Pakistan. Et donc voilà, il est un peu au pied du mur. Il a concentré des forces terrestres. Va-t-il y aller ? Ne va-t-il pas y aller ? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Il faut qu'il trouve une porte de sortie et ça va être compliqué. Et surtout en opposition avec la position du Premier ministre Netanyahou qui, lui, veut aller jusqu'au bout. Veut absolument arriver... Alors, les informations que j'ai données, qui sont très parcellaires, hein, sur le fait qu'il y aurait la possibilité d'une opposition interne, sont essentielles. Parce que pour l'instant... Aux États-Unis ? Non, opposition interne en Iran. Parce que depuis 5 semaines, on n'entend rien. D'abord, il n'y a pas de réseau. Ensuite, on a dit aux gens de se cacher et d'attendre. Sortiront-ils dans la rue ? Y a-t-il une opposition armée ou pas ? Personne n'en sait rien. Moi, il y a une opposition aussi interne aux États-Unis. Oui, alors l'opposition interne aux États-Unis, c'est un autre sujet. Ça, c'est effectivement très lié, en fait, à l'opération au sol. Parce que vous avez vu les moyens qu'on met en œuvre pour un pilote. Enfin, pour 2 pilotes. Considérable. Mais si vous avez une opération au sol, faut pas se faire d'illusions, il y aura des morts, il y aura des blessés. Et là, pour les États-Unis, les body bags qui reviennent aux États-Unis, c'est quand même, notamment dans l'électorat MAGA, quelque chose qui est très mal perçu. Bon, je vais vous remercier grandement. Il y a un livre formidable qui s'appelle La Tâche, que vous avez dû lire, Gérard Carrérou, de Philippe Roth, qui parlait des vétérans qui revenaient du Vietnam et qui étaient dans la société américaine, parce que le paradoxe, c'est que ceux qui ont fait la guerre, et c'était vrai aussi au moment de 1918, quand la guerre revient,
ceux qui l'ont fait sont... les populations civiles ne veulent pas les voir. C'est le symbole d'une période qu'ils ont envie d'oublier très très vite. Donc il y a eu ça au lendemain de la guerre de 14-18 où les éclopés et les gueules cassées étaient mises de côté, et de la même manière dans le livre de Latache, le livre de Roth, tous ces vétérans, ils se sentent exclus de la société américaine. Ils ont fait des gros progrès là-dessus, parce qu'ils ont été beaucoup, je parle des gouvernements américains successifs, beaucoup critiqués après la guerre du Vietnam, justement pour avoir laissé un peu tomber les vétérans. Et aujourd'hui, ils ont une administration, enfin je dis pas qu'ils s'en occupent mieux, c'est sûr, je dis pas que c'est merveilleux, mais c'est nettement mieux que ce l'était, disons, il y a 20 ans avec les vétérans du Vietnam. Merci beaucoup, mon général. Merci parce que vous êtes toujours très précis, très clair et très pédagogique dans des explications qui ne sont pas forcément simples. Donc je vous remercie grandement et vous êtes toujours le bienvenu dans ce studio. 16h57, on va